Après avoir connu la grandeur de l'Empire romain à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, l'Occident va entrer dans une période, dans une phase particulièrement difficile. C'est ce que j'appelle le temps des invasions, c'est-à-dire que cette période qui s'étend entre les 5e et 10e siècles va commencer par une vague d'invasions, ce seront les invasions germaniques, qui va complètement changer le visage de l'Occident. Et la période au 10e siècle va se terminer encore une fois par une nouvelle vague d'invasions. Celles-ci viendront du nord, particulièrement avec les Vikings, de l'est et du sud, on va le voir. Entre les deux, entre ces deux vagues d'invasion, il y aura une brève période d'accalmie, qui sera la période avec Charlemagne. Mais grosso modo, cette première période donc du monde occidental, ce qu'on appelle cette première période du Moyen Âge, qu'on appelle le Haut Moyen Âge, va entraîner des changements majeurs. Et toute l'insécurité qui sera associée avec ces changements-là vont amener une nouvelle forme d'organisation sociale et économique complètement en coupure avec la certaine stabilité qu'il y avait eu pendant plusieurs siècles dans le monde romain. De quelle manière est-ce qu'on va aborder la question? Ben, dans un premier temps, on va voir justement les invasions germaniques. On va essayer de comprendre pourquoi le monde romain s'est effondré de cette manière-là. Et on va voir les invasions germaniques et l'installation justement de royaumes germaniques et voir de quelle manière l'Occident va changer. Ensuite, justement, euh, les transformations économiques et sociales, comme je le disais, l'insécurité qui est liée à cette période de trouble, va amener l'instauration d'un nouveau système d'organisation sociale et politique. Ce sera le système féodal, et ça, on va en expliquer ces grandes lignes. Mais tout d'abord, justement, parlons des invasions germaniques. L'Empire romain va connaître, on l'a vu, à partir peut-être du 3e siècle, va commencer une période de lente érosion. Et plus on avance au 4e siècle et ensuite au 5e siècle, les problèmes vont s'accumuler. Alors, de quel problème parle-t-on, justement? Donc, l'Empire romain décline lentement à compter du 3e siècle parce que, premièrement, on va voir que les mines d'or et d'argent, qui étaient très productives en Gaule et en Espagne, ben, ces mines d'or et d'argent commencent graduellement à s'épuiser, ce qui fait que les ressources financières de l'Empire romain vont commencer à diminuer considérablement. Aussi, c'est qu'on voit aussi que l'arrêt des conquêtes, ça fait en sorte que il y a moins de richesses qui vont provenir de l'extérieur à Rome, puis il y a surtout moins d'esclaves aussi qui vont être là, qui vont être présents à Rome. Beaucoup des esclaves faisaient partie de peuples conquis, de personnes justement qui avaient été conquises et qui étaient ramenées à Rome. Et ça fait en sorte que dans la péninsule italienne, autour de Rome et dans la péninsule italienne et de façon générale un peu partout dans l'Empire, on va avoir des terres de plus en plus laissées en friche, donc des terres qui ne sont plus cultivées. Et donc, l'approvisionnement en nourriture sera moins bon et on va commencer à avoir des famines. On va commencer à assister à des famines. Et ça, ben, ça ouvre la porte à toutes sortes de maladies, voire même d'épidémies. Euh, les guerres continuelles aussi aux frontières, c'est que ce phénomène-là, il a toujours été présent. Il y a des peuples situés à l'extérieur du monde romain qui cherchaient constamment à y pénétrer, mais le monde romain était bien protégé par le système de limès dont on a expliqué le fonctionnement. Donc, il y avait suffisamment de soldats pour protéger les frontières. Mais au fur et à mesure que les conquêtes s'arrêtent, il est de plus en plus difficile de recruter des soldats dans l'armée romaine parce que beaucoup de soldats étaient attirés par justement le butin qu'on pouvait accumuler lors des conquêtes. Donc, de plus en plus difficile de recruter des soldats. Les frontières sont de moins en moins bien gardées, de telle sorte qu'il y a des querelles continuelles aux frontières qui viennent affaiblir justement davantage l'Empire romain. Et à cela s'ajoutent ben, les problèmes de succession. Comme justement dans l'Empire romain, il n'y a aucune règle de succession très claire. C'est pas nécessairement de façon héréditaire que le pouvoir se transmet. Il y a des querelles constantes quand vient le temps de remplacer un empereur. Donc, ça affaiblit encore plus le système. Afin de régler certains de ces problèmes-là, ben, il y a des autorités qui ont décidé en 395 de séparer le monde romain en deux, donc afin de faciliter la gestion administrative de l'Empire. Donc, on avait la portion occidentale avec Rome comme capitale et la portion orientale avec Constantinople comme capitale. L'idée peut être bonne, mais le problème, c'est que la portion orientale, c'est-à-dire la portion avec Constantinople comme capitale, est beaucoup plus riche en raison du commerce qu'on entretient avec l'Asie, donc avec l'Est. Alors que le déclin de la portion ouest, donc le déclin de l'Empire romain d'Occident, il est beaucoup plus rapide parce que là, les ressources, comme je le disais, s'amenuisent rapidement et que les menaces extérieures sont de moins en moins bien contenues.
Et c'est là que va arriver de l'Est, va arriver au 5e siècle, un groupe de soldats, un groupe de guerriers, un peuple qui va venir vraiment mettre en danger la survie du monde romain. Ce sont les Huns. C'est un peuple donc qui part de très loin en Asie, ce qui serait peut-être autour de la Mongolie actuelle, et vont débarquer en Occident par vagues successives. Mais la plus dangereuse, c'est probablement celle qui est menée par Attila. Attila, donc chef des Huns, qui va vraiment terroriser, qui va vraiment terrifier l'Occident. On le voit ici, il y a une pièce qui a été frappée à son effigie. C'est inscrit Attila Rex, donc Attila, le nom du chef des Huns, et Rex qui veut dire roi. Mais si on regarde plus attentivement, cette pièce qui a probablement été travaillée par des ouvriers romains montre bien à quel point on a peur d'Attila. Si on regarde comme il faut, ben, on lui place des cornes sur la tête. Si on regarde la forme des oreilles, si on regarde la barbiche un peu tortillée, définitivement, les Romains perçoivent Attila comme le diable, comme Satan. Et on en a excessivement peur. Quoi qu'il en soit, les Huns vont le voir, donc vont arriver de l'Est et vont commencer à repousser des peuples qui étaient à l'extérieur du monde romain. Alors ces peuples-là, c'est ceux qu'on appelle les peuples germaniques. Donc ce sont des Ostrogoths, des Visigoths, Vandales, Burgondes, Suèves, les Francs, les Saxons, les Angles et ainsi de suite. Ils vont littéralement terroriser ces peuples-là qui vont tenter de trouver refuge à l'intérieur du monde romain que l'on croyait plus sûr. Alors, certains de ces peuples germaniques ont tenté de pénétrer à l'intérieur du monde romain d'Orient, mais ce monde romain d'Orient plus riche, encore mieux équipé, ce monde romain donc possède les ressources militaires nécessaires pour repousser ces invasions germaniques et vont les repousser vers l'Occident. Pardon. De telle sorte que le monde occidental, moins bien protégé, avec une armée beaucoup plus faible, ne pourra résister à cette vague d'invasion. Et tout au long du 5e siècle, ces peuples-là vont entrer de façon d'abord, je dirais, presque pacifique, mais ensuite, ça va être une entrée massive à l'intérieur du monde romain. Et graduellement, ces peuples germaniques vont jeter à terre les anciennes structures du monde romain. Et c'est en 476 que finalement, la ville de Rome va tomber aux mains des Ostrogoths. Et là, c'est la fin définitive de l'Empire romain d'Occident. Donc, il faut bien comprendre, quand on parle de la chute du monde romain, on parle bien ici du monde romain occidental, parce que le monde romain, l'Empire romain oriental, va encore survivre pour environ 1000 ans. Et là, ben, la conséquence de ça, c'est que dans cet ancien monde romain qui était unifié sous un seul pouvoir politique, dans ce monde romain, pardon, vont s'installer des royaumes germaniques. Or, ce sont par exemple ben, les Angles et les Saxons qui vont traverser et qui vont aller s'installer dans l'ancienne Bretagne romaine et qui vont fonder le royaume anglo-saxon. Ce sont les Francs qui vont s'installer dans le nord de la Gaule, les Burgondes qui vont s'installer au cœur de la Gaule, les Visigoths qui vont finir par s'installer en Espagne, les Vandales qui vont tout traverser et qui vont aller finir par s'installer en Afrique du Nord. Donc, c'est le monde romain qui est littéralement, le monde romain occidental, qui est littéralement découpé en morceaux et qui seront remplacés par des royaumes germaniques. Et là, on va s'entendre ici que les Germains, ces peuples germaniques, n'ont pas la même conception de l'État que ceux des Romains. J'y reviens, que celle des Romains. J'y reviens dans quelques instants. Donc, le monde romain s'est effondré, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'entour de cet Occident qui est en train de se réinventer d'une certaine manière, qui entre dans une période très sombre, il y a tout de même des voisins qui sont intéressants. Donc, il faut toujours considérer donc ce début du Moyen Âge, donc l'Occident, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest essentiellement, par rapport à ses voisins. Alors, quels sont ces voisins? Donc, des voisins qui vont devenir très puissants. Mais évidemment, d'abord, au premier titre, il faut parler de l'Empire byzantin. Donc, cet empire romain d'Orient. L'empire byzantin et l'empire romain d'Orient, c'est essentiellement la même chose. Donc, c'est un univers qui va demeurer très prospère, qui va le demeurer pendant très longtemps, au 11e, 12e, 13e siècle. Donc, c'est vraiment la période de dominance de ce royaume-là. Donc, on va posséder des richesses absolument formidables parce que ce royaume-là est au carrefour entre l'Europe et l'Asie, fait un commerce très prospère avec l'Asie. Il va avoir une architecture extraordinairement somptueuse. Il va avoir surtout, l'Empire byzantin, un rayonnement culturel et spirituel très important. Euh, ce qui est
ce qui est bien important de comprendre ici, c'est que c'est dans cet empire romain d'Orient, donc dans l'empire byzantin, qu'on va préserver la culture antique. Alors qu'en Occident, tout ce qui pouvait être de culture latine et grecque a tendance à se perdre un peu. Dans l'empire romain d'Orient, on va préserver justement ces héritages-là. On va conserver dans les bibliothèques des textes qui datent de l'Antiquité, des textes des philosophes grecs de l'Antiquité, des grands penseurs latins et ainsi de suite. Donc, on va préserver un héritage de l'Antiquité. C'est un peu de cette manière-là que c'est un peu de cette manière-là euh, que les Occidentaux vont pouvoir redécouvrir à la Renaissance une partie de ce qu'ils avaient perdu pendant un grand bout de temps au Moyen Âge. Donc, la préservation de l'héritage de la culture antique, c'est bien important quand on parle de l'Empire byzantin. Le surtout aussi, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que le monde byzantin aussi va servir d'une certaine manière de rempart en Occident, de rempart contre l'arrivée des musulmans en Occident. On y revient dans quelques instants. Donc, éventuellement, bien évidemment, il y aura des problèmes internes qui vont menacer, qui vont affaiblir l'Empire byzantin. Mais en bout de ligne, c'est que c'est un univers, donc cet empire qui va voisiner l'Occident pendant tout le Moyen Âge, va demeurer quand même très puissant pendant toute cette période-là et va finir par s'effondrer en 1453. Et ça, on reviendra à cette date-là, 1453, d'ici peu. Donc, c'est un empire qui est immense, qui va être, comme je disais, très riche et va surtout préserver l'héritage de l'Antiquité et que ça va permettre justement, quand on va reparler des croisades, on va comprendre que les croisés, des Occidentaux vont passer par le monde musulman pour se rendre en Terre Sainte et que ces croisés vont redécouvrir d'une certaine manière, ils vont commencer à ramener en Occident une culture qu'on aura perdue. L'autre voisin qui est bien important pour l'Occident, ben, c'est le monde musulman qui va commencer à se développer au cours du 7e siècle. Donc, pendant que l'Occident entre dans une phase très difficile, il y a un nouveau monde qui apparaît. Un peu comme Jésus, ben, il y a un prophète qui s'appelle Mahomet qui a un message. Il dit qu'il est le prophète d'un Dieu unique et auquel il faut se soumettre. Et ses disciples, bon, seront les musulmans, les soumis à Dieu. Et toutes ces paroles ben, seront rassemblées dans un ouvrage qu'on appelle le Coran et que ce monde musulman qui va se développer très rapidement, qui va permettre d'abord d'unifier le monde arabe et qui éventuellement va se propager comme une traînée de poudre, ça il va avoir aussi un impact important sur le monde occidental. Donc, au départ, c'est autour justement de la péninsule arabique que commence ce mouvement-là, qu'on se rassemble et qu'on devient monothéiste. Et éventuellement, en l'espace d'un siècle, les musulmans vont s'étendre et vont traverser littéralement, ils vont prendre le contrôle de l'Afrique du Nord, vont s'avancer jusqu'aux frontières du monde byzantin et vont se répandre jusqu'aux portes de l'Inde. Ah, c'est une avancée très rapide, la preuve en comme quoi la religion peut devenir un facteur d'unification très important, mais surtout, dans le cas qui nous intéresse, c'est que ce monde musulman va avoir justement un héritage, va laisser un héritage important. Donc, d'abord, le monde arabe va être un univers, un intermédiaire entre le Proche-Orient et le bassin méditerranéen. Et il y a un tas de nouvelles, de nouveautés qui vont être transmises en Occident par le monde musulman, notamment des inventions qui viennent de Chine, ne serait-ce que le papier ou la boussole. C'est un univers qui va amener où il va y avoir énormément de progrès, de réflexion sur le plan scientifique, des développements majeurs en mathématiques, en astronomie, en médecine, où il y aura des progrès artistiques assez formidables. Et ça, on y reviendra tout au long de la session sur ces apports-là. Donc, deux voisins très puissants, le monde arabe qui se répand, comme je le disais, très rapidement, le monde byzantin qui va demeurer très riche, et pendant ce temps-là, entre les 5e et 10e siècles, comme je le disais, l'Occident est un peu en train de se réinventer. Il va se réinventer autour de qui, autour de quoi? Bien, essentiellement de tous les peuples germaniques qui ont réussi à fonder des royaumes dans le monde, dans l'ancien monde romain d'Occident. Il y en a un qui va devenir plus important, et ce sont les Francs. Euh, Ça va devenir le nouveau, c'est autour des francs en fait, ce sont les francs qui vont devenir essentiellement le nouveau moteur du développement en Occident. Pourquoi ce royaume-là va-t-il se développer davantage que les autres? Ben, c'est clair que les Francs forment une armée, sont des guerriers quand même assez importants. On parle de certaines innovations qui vont amener sur le plan de la cavalerie, l'utilisation de la cavalerie dans les combats notamment.
Mais surtout, il y a un événement important dont il faut faire mention. C'est le baptême de Clovis. Clovis est l'un des premiers rois des Francs et il va poser un geste très important, il va se convertir. Pour quelle raison? On pourra toujours en discuter, mais surtout, c'est que le geste, il est important. Pourquoi? Parce que lui, chef des Francs, qui était donc, qui n'était pas chrétien, devient justement chrétien, devient le premier roi d'un grand royaume germanique à devenir chrétien d'une certaine manière. Donc, il va y avoir cette espèce de fusion entre ce qu'on appelle le pouvoir politique et le pouvoir religieux, entre ce qu'on dit donc le trône, le pouvoir politique, et l'autel, le pouvoir religieux. Une fusion entre ces deux univers-là. Et là, à partir de ce moment-là, l'Église chrétienne dirigée par le pape, devient étroitement associée avec le pouvoir des Francs. On va dire de la France pendant longtemps qu'elle est la fille aînée de l'Église, en ce sens que c'est la première, c'est ce royaume-là qui devient le premier à devenir chrétien dans le monde romain occidental après la chute de Rome. Donc, cette fusion politique et religieuse, elle est très importante. Donc, les Francs vont bénéficier d'une certaine manière de la protection de l'Église, de la même manière que l'Église va bénéficier de la protection de la puissante armée des Francs. Et à partir de ce moment-là, ben, à partir de ce moment-là, ben, l'expansion des Francs, elle se fera sans cesse tout au long des siècles qui vont suivre. Ah, si vous regardez la portion en vert plus foncé, c'est le royaume initial des Francs au 5e siècle. Et à partir de là, ben, avec Clovis, on va commencer à effectuer des conquêtes. Et tout au long des siècles suivants, ben, de génération en génération, ben, le royaume des Francs euh, euh, va constamment augmenter. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le monde germanique, le partage du pouvoir n'est pas nécessairement, n'est pas, un peu comme dans le monde romain, n'est pas nécessairement si clair que ça. Ils ont une curieuse façon de partager le royaume. Là. En fait, quand un roi franc meurt, il divise son royaume entre tous ses fils. Ça va amener des tensions, ça va amener des divisions. Périodiquement, il y a un roi qui va réussir à recréer une certaine unité sous son autorité, mais on redivise le territoire à sa mort, de telle sorte que, oui, les Francs vont s'imposer d'une certaine façon, mais il y aura constamment durant ce haut Moyen Âge, donc pendant les 6e, 7e, 8e siècles, il y aura constamment des tensions et des querelles, de telle sorte que le monde occidental va être passablement désorganisé. L'activité économique est complètement étouffée. Il y a très peu d'échanges de région en région. On se replie sur soi. Et ce qui va disparaître, surtout au cours de ces siècles-là, ben, c'est toute la tradition romaine d'une certaine façon. N'oublions pas que le monde romain est un monde de villes et que là, maintenant, ben, les villes qui étaient des centres de commerce et des centres de développement économique importants, ben, maintenant, ces villes-là, elles sont essentiellement abandonnées. Pensez qu'à Rome, souvenez-vous, on parlait d'une ville de plus d'1 million d'habitants sous l'Empire romain. Ben, maintenant, Rome est peut-être réduite au 7e ou 8e siècle. C'est peut-être une ville qui est tombée à 20 ou 25 000 habitants. Les gens vont fuir vers la campagne, vont se replier sur eux. Et là, ben, ça va être une période de grande terreur, de grande insécurité à cause des guerres constantes. Il y aura bien une brève période d'accalmie, qui va se réorganiser autour de Charlemagne, mais on y revient dans quelques instants. Donc, ce qui est bien important de retenir du royaume des Francs, c'est cette alliance justement avec le clergé. Donc, le clergé est l'élite gallo-romaine, c'est-à-dire cette vieille, c'est peut-être ces derniers vestiges de ce qui pouvait rester de l'élite du monde romain. Donc, une alliance très importante entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et comme je le disais, ben, ce royaume de Francie, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait au départ, va devenir le moteur du monde médiéval. Et éventuellement, ben, quand on arrivera à Charlemagne, il y aura quand même certaines bases qui seront posées. Et le problème principal, comme je vous l'ai dit, c'est que le territoire est la propriété personnelle du chef. On a presque abandonné la notion d'État qui était si importante pour les Romains, un État qui dominait justement toute la société. Maintenant, l'État, le territoire appartient au chef. Et comme je le disais, il y a un problème fondamental à cause du morcellement constant, à cause de la notion germanique du royaume, que ce sont tous les héritiers du roi, tous les fils du roi qui ont droit d'hériter du royaume. Ça va amener des problèmes sérieux.
comme je l'ai répété, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a une certaine stabilité qui va réapparaître au moment où il y a un roi qui s'installe au pouvoir, et ce roi, c'est Charles le Grand, Carolus Magnus en latin. Donc, il était effectivement très grand physiquement, ce Charlemagne, mais surtout, il va réussir à s'imposer. Il va réussir à s'imposer au 8e siècle et au début du 9e siècle, un règne qui va durer une cinquantaine d'années. Et pendant ce temps-là, ben, il va réussir à ramener certaines notions importantes. C'est ce qu'on appelle justement la Renaissance carolingienne. D'abord, Charlemagne va hériter d'un territoire qui est immense, donc celui-ci qui est en vert, mais tout au long de son règne, ben, chaque année, Charlemagne va partir en conquête et va agrandir petit peu par petit peu le territoire, justement, le territoire, le royaume des Francs. Il sera couronné empereur du monde occidental par le pape en l'an 800. Et là, ben, justement, cette période-là, durant laquelle, à l'intérieur, c'est vrai que Charlemagne est en guerre constamment, mais à l'intérieur de son royaume, on va retrouver une relative paix. Les espèces de tensions constantes qui pouvaient exister de génération en génération depuis le 6e siècle. Maintenant, il y a une espèce de paix et là, on va retrouver justement une espèce de retour à la paix qui va permettre justement la réinstauration de certaines choses. Et à partir de son palais qui est à Aix-la-Chapelle, qui est aujourd'hui en Allemagne, il y a un retour d'une espèce d'activité économique, euh, un retour à certaines habitudes, je dirais, presque qu'on avait durant l'Empire romain. Donc, la Renaissance carolingienne, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est cette période de prospérité qui va avoir lieu, qu'on va retrouver durant la deuxième moitié des années 700 et au début des années 800. Donc, dans la deuxième moitié du 8e siècle, au début du 9e siècle. Une période de prospérité, d'ordre et de développement après quelques siècles plutôt difficiles. Et là, on va revoir une vie culturelle et une vie religieuse qui va devenir très intense. Charlemagne, qui est essentiellement illettré lui-même, va quand même reconnaître l'importance de cette vie intellectuelle. Il va avoir tendance à s'entourer de personnes lettrées. Il va avoir tendance à s'entourer de personnes qui, en fait, il va avoir ce souci justement euh, de vouloir avoir autour de lui une élite éduquée. Et ce qu'il va faire, justement, Charlemagne, par exemple, un geste important, va réintroduire la notion d'école en Occident. Non pas une école pour tous visant tout le monde à l'intérieur de son royaume, mais bien une école pour former justement l'élite de son royaume, l'élite qui va justement diriger son royaume probablement après sa mort. Donc Charlemagne ramène certaines choses. Et s'il peut justement réintroduire des éléments comme vie intellectuelle, retour des écoles et tout ça, c'est parce que la paix est revenue à l'intérieur de son royaume et qu'il a la situation bien en main et le type d'administration qu'il va implanter dans son royaume va commencer à ressembler étrangement à à celle qu'on retrouvait justement durant l'Empire romain. Donc, vie intellectuelle, on voit ici qu'il y a des gens qui vont commencer à faire des enluminures. Il y a vraiment donc un renouveau. C'est vraiment ça, c'est la renaissance carolingienne. Tout d'un coup, c'est comme si l'Occident reprenait son souffle. Charlemagne va léguer son royaume à son fils. Il y a un seul de ses fils qui va lui succéder, qui s'appelle Louis. Et Louis, lui, avant même sa mort, va diviser son royaume entre ses trois fils. Et là, recommencent les problèmes. Donc, le partage qu'on va faire entre les petits-fils de Charlemagne, le royaume va à nouveau se diviser. Plus à l'ouest, donc celui qui hériterait du royaume de la Francie, c'est Charles le Chauve. À l'ouest, on a Louis le Germanique qui va hériter de la portion plus germanique. Et entre les deux, un troisième fils qui lui s'appelle Lothaire va hériter donc de ce territoire mitoyen. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver entre les trois fils? Ben, les guerres vont reprendre. Ce partage de l'Empire, ces guerres qui vont avoir lieu entre les petits-fils de Charlemagne vont affaiblir le royaume qui avait été fondé par Charlemagne. Et ça annonce quoi? Ben, ça annonce, encore une fois, des conflits pour l'Occident. L'Occident affaibli, tout d'un coup, va devenir alléchant, va devenir intéressant. C'est comme si on avait ouvert la porte à de nouveaux envahisseurs, et c'est ce qui va se produire à compter donc des années 900, début des années 1000, donc 9e et 10e siècle. Les envahisseurs viennent de où? Ben, il y a encore donc de ces musulmans installés en Afrique du Nord qui vont venir attaquer la péninsule italienne.
De l'Est, il y a des Magyars qui vont venir attaquer donc l'Occident sur son flanc Est. Mais surtout, les principaux envahisseurs au 9e, 10e siècle, ce sont ces Normands, ce sont ces hommes qui viennent du Nord, de Norvège, de Suède et du Danemark, qui vont débarquer tant en Angleterre tant dans le nord de la France et vont fonder des territoires, notamment justement les Normands. Ils vont fonderont par exemple la Normandie. Et ce sont ces invasions assez terribles qui ramènent l'Occident dans une période de guerre, dans une période de trouble. Alors, c'est pour ça que cette période-là, qui s'étale du 5e au 10e siècle, je l'appelle le temps des invasions, parce que, comme je l'ai dit, la période commence avec des invasions germaniques qui détruisent le monde romain occidental, et la période se termine par les invasions, justement, des 9e et 10e siècles, qui viennent à nouveau jeter un coup très dur au monde occidental. Alors, c'est une période, à part justement l'intermède qui va durer peut-être une cinquantaine, une soixantaine d'années avec Charlemagne et avec son fils Louis, euh, c'est une période de de très grande division. C'est une période de très grande insécurité pour l'Occident. Et c'est pas surprenant donc de voir que, ben, en fait, par la force des choses, il y aura un nouveau type d'organisation sociale et économique qui va devoir se mettre en place. C'est, comme je disais, à part justement sous cette accalmie sous Charlemagne, de façon générale, on assiste en Occident à un effondrement des échanges, et c'est exactement ce qui va se reproduire au 9e et 10e siècle, effondrement des échanges. La structure est sociale, elle est complètement jetée à terre. Et face à toute cette insécurité, ben, on va commencer à avoir graduellement des individus qui vont aller chercher protection. Et là, on va commencer à avoir de grands propriétaires terriens, parce qu'il y en a, des grands seigneurs qui vont posséder des terres et qui vont offrir leur protection à des paysans, par exemple, en échange de quoi les paysans devront cultiver pour alimenter les seigneurs. Donc, par la force des choses, à cause de l'insécurité qui est extraordinairement présente entre les 5e et 10e siècles, mais principalement à cause de cette insécurité qui se produit avec les invasions des 9e et 10e siècles, ben, un nouveau système économique et social se met en place, et c'est ce qu'on appelle le système féodal. Alors, comment s'organise justement cet échange de bons procédés entre seigneurs et paysans? Donc, ce qu'on va commencer à voir, ben, c'est que des seigneurs vont posséder d'immenses terres et les seigneurs auront leurs terres personnelles. Certains auront des résidences plus somptueuses, d'autres plus modestes, mais quand même, il y aura des terres qui vont être réservées aux seigneurs. C'est ce qu'on appelle la réserve. Et il y aura les terres, le reste justement des terres, des seigneurs qui vont concéder des terres à des paysans. On va appeler ça les tenures. Et justement, les paysans devront à chaque année cultiver et donner une partie de leur récolte en échange de protection. Alors, ces liens-là qui sont tissés entre le seigneur et ses paysans, c'est ce qu'on appelle le lien seigneurial. Donc, de part et d'autre, chaque groupe aura ses devoirs et ses obligations. Le seigneur, donc son principal devoir, c'est d'assurer la protection de ses paysans. Il va conserver le tiers ou le quart de son domaine pour justement son usage personnel et il va concéder le reste de ses terres à ses paysans. En retour de quoi les paysans devront donner une partie de leur récolte au seigneur et effectuer des corvées diverses, comme par exemple aller entretenir les terres qui sont sur la réserve du seigneur, entretenir les routes, pardon, effectuer différents travaux d'entretien. Donc, il y aura des corvées diverses à effectuer annuellement. Aussi, les paysans, une fois qu'ils ont fait leur récolte, ben, ils seront obligés d'utiliser le moulin seigneurial et évidemment en payer les frais. De la même manière que si on veut faire cuire du pain, par exemple, on devrait utiliser le four seigneurial et pour lequel il va falloir également payer. Et de façon générale aussi, ben, les paysans devront payer une taxe annuelle, ce qu'on appelle le cens, tout ça pour aller euh, engraisser les coffres finalement des seigneurs. Donc ça, c'est le lien seigneurial, c'est vraiment comme ça que ça se structure. Une population paysanne un peu désemparée face à l'insécurité se place sous la protection d'un seigneur. Ce qu'il faut comprendre par la suite, c'est que certains seigneurs deviendront très puissants. D'autres seront considérés comme des seigneurs, seront considérés comme l'aristocratie, mais seront quand même moins puissants. Et c'est là que s'organise à un autre niveau des relations entre les seigneurs eux-mêmes, et c'est ça ce qu'on appelle le lien vassalique. Donc, des seigneurs plus puissants, qu'on appelle le suzerain, qui vont accorder leur protection à des seigneurs moins puissants, qui vont demander leur protection. Le suzerain va bien concéder une parcelle de terre à son vassal,
c'est bien, et le vassal continuera à l'administrer, mais le vassal, donc celui qui a prêté un serment à son suzerain, donc au seigneur plus fort, va avoir des devoirs envers son seigneur. Si le seigneur part à la guerre, si le suzerain part à la guerre, le vassal devra suivre. Il y aura des contributions financières diverses, comme par exemple, ça peut arriver au Moyen Âge, par exemple, qu'un suzerain se fasse enlever et qu'on demande une rançon. Les vassaux de ce suzerain-là vont devoir contribuer. Donc voilà, il y a un lien donc, qui s'établit entre le paysan et le seigneur, c'est le lien seigneurial, mais il y a également un lien qui se tisse entre les seigneurs eux-mêmes, et ça, c'est ce qu'on appelle le lien vassalique. Et là s'établit justement une structure extraordinairement compliquée qui part justement, donc le lien vassalique, il est très compliqué parce que ça part justement de seigneurs qui sont moins puissants, qui sont alliés à un seigneur plus puissant, qui eux-mêmes deviennent les vassaux d'un seigneur plus puissant, et ultimement, le roi ou l'empereur sera le suzerain ultime. Mais c'est un système qui est assez compliqué, et au bas de l'échelle, bien évidemment, les paysans qui forment à peu près 90-95% de la population et qui, eux, se voient essentiellement sans droit. Fait que s'installe finalement, comme je le disais, une nouvelle façon, une nouvelle mode d'organisation sociale. Ben, c'est l'univers, ben, en fait, ce sont les trois ordres. Donc, le monde occidental sera divisé en trois grands ordres. Il y aura le clergé. Donc, ce sont des personnes qui sont consacrées aux choses divines. Leur fonction, c'est de prier pour le bien-être, pour l'âme des membres des deux autres classes. La noblesse, donc, c'est cette minorité qui assure la protection de tous. La noblesse, les nobles, ce sont les seuls qui ont le droit de porter les armes. Et donc, sur le plan politique, voire même sur le plan économique, ce sont eux qui tiennent le gros bout du bâton. Et puis, finalement, ben, il y a le tiers-État. C'est cette majorité, ce 90-95% de la population qui est exploitée par les seigneurs, mais qui travaille vraiment d'arrache-pied pour assurer la subsistance de tous. C'est un système fort inégal, mais quand on comprend justement les troubles amenés par cette période des invasions, les troubles qui sont inhérents à la période qui s'étend entre les 5e et 10e siècles, on comprend bien comment cette société-là sera mise en place. Ce qu'on verra par la suite dans les prochaines capsules, c'est comment déjà dans la deuxième partie du Moyen Âge, certaines personnes vont commencer à remettre en question cette façon de fonctionner. Donc, ce qu'on s'aperçoit graduellement, c'est que si on compare, par exemple, avec le temps du monde romain, ben, c'est qu'on va voir un morcellement du pouvoir. Dans le temps des Romains, puis même brièvement à l'époque de Charlemagne, ce qu'on voyait, c'est que le pouvoir s'exerçait. Il y avait un État central qui imposait son autorité, mais à partir de maintenant, le pouvoir s'exerce au niveau local et les seigneurs exercent leur pouvoir en leur nom. Et les rois, qu'on va voir à cette époque-là, auront un pouvoir, particulièrement les rois de France, auront un pouvoir extraordinairement limité. Ces rois-là n'ont pas à leur disposition une armée permanente et disposent de ressources très limitées, comme on le voit très bien avec la carte qui va suivre. Le roi n'est qu'un seigneur parmi d'autres. Si on regarde cette carte du Royaume de France en 987, donc à la toute fin du 10e siècle, si on regarde en bleu, on voit ici les territoires qui sont contrôlés directement par le roi de France, à comparer à ce que contrôle le duc d'Aquitaine, le duc de Gascogne et les autres grands nobles du royaume. Le pouvoir du roi, il est plutôt limité. Le roi, il est toléré. Le roi est un seigneur comme d'autres. Donc, c'est vraiment ça, cette notion de morcellement du pouvoir, parce que justement, le système féodal impose un pouvoir sur le plan local. Et là, dans la deuxième moitié du Moyen Âge, on verra de quelle manière le pouvoir royal pourra reprendre sa place. Mais pour l'instant, la désorganisation inhérente, comme je le disais, à la période du 5e et 10e siècle favorise la création de ce type d'organisation politique. Rendu au 10e siècle, ben, on va voir une espèce de retour à la tranquillité. La féodalité, ouais, va ramener d'une certaine manière le calme. Les invasions vont ralentir. Et là, ce qu'on va commencer à voir dès la prochaine capsule, c'est qu'au 11e siècle, avec ce retour de la tranquillité, ben, c'est les échanges économiques vont pouvoir reprendre. Mais surtout, il y aura une révolution majeure dans l'activité qui occupe la grande majorité de la population. Il y aura une révolution majeure sur le plan agricole qui va complètement changer le visage de l'Occident et que là, on verra qu'à compter du 11e siècle, les choses vont commencer à mieux aller pour les Occidentaux.